Bonjour. Bonjour à tous. Merci à Maggie d'avoir présenté cette partie théorique. Je vais passer maintenant à la partie pratique par la présentation d'un exemple. L'exemple que j'ai choisi de vous présenter, c'est donc un assemblage par tôle en âme avec des broches ici de diamètre 12 mm et un bois donc en GL24 et une tôle en âme de 10 mm d'épaisseur. On a ici un assemblage qui est chargé uniquement en effet en normal. Ce que je vais vous présenter sur cet exemple-là, ce sont les ruptures fragiles uniquement dans le sens parallélophile. Donc le premier calcul qu'il est nécessaire de réaliser, c'est d'abord la rupture ductile. Donc ici, ces formules, elles découlent directement de la méthode de l'analyse limite. Donc a priori, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de changement dans cette méthode-là, puisque c'est de la pure RDM ici. Simplement, il y a un petit changement de philosophie entre l'Eurocode actuel et le projet de futur Eurocode. C'est qu'on va regrouper les ruptures, les assemblages bois-bois et les assemblages bois-métal. On a ici 6 modes de rupture qui marchent en fait pour tout type d'assemblage et pour un nombre de plans de cisaillement qui peut être d'un, deux ou plusieurs plans de cisaillement. Ce qui permet en fait de regrouper toutes les formules au sein de 6 formules uniquement. C'est donc cette nouveauté. Donc on n'a plus de distinction entre les assemblages bois-bois et bois-métal et on va considérer en fait une résistance à l'enfoncement dans le métal. C'est ce qu'on va voir par la suite dans le calcul. Donc ici, en l'occurrence, comme on est dans un assemblage par tôle en âme, certains modes ne sont pas possibles, tout simplement parce que si on essayait de réaliser le symétrique ici de ces modes de rupture, on se rendrait compte qu'on serait obligé de rajouter par exemple une rotule plastique au niveau du plan de symétrie, donc ce serait plus le même mode de rupture. On se ramène donc à ces 4 modes de rupture finalement pour un assemblage avec une tôle en âme. Et ici donc l'application numérique pour ces différents modes de rupture. On a d'abord donc le calcul de la résistance à l'enfoncement dans le bois où il n'y a pas de changement par rapport à l'ancienne version, enfin la version actuelle de l'Eurocode. Et ensuite on a donc cette fameuse résistance à l'enfoncement dans le métal qui nous donne donc une valeur assez absurde de 600 MPa. Donc en fait, on se rend compte qu'elle ne sera jamais dimensionnante dans le cas d'un assemblage par tôle en âme. On n'aura pas d'enfoncement dans le métal, mais il faut se rappeler que ces formules-là, elles sont applicables à des assemblages bois-bois et à des assemblages bois-métal. C'est pour ça qu'on a ce mode de rupture B, qui est donc un mode de rupture par enfoncement dans l'élément central, qui sera beaucoup plus pertinent évidemment dans un assemblage bois-bois avec un élément central en bois. On calcule en fait ensuite le ratio bêta qui est un peu plus précis, qui rend ces formules un peu plus précises par rapport à les formules simplifiées qu'on avait donc dans l'Eurocode actuel pour les modes de rupture bois-métal. Et donc en application numérique, on se rend compte qu'on obtient donc ces 4 modes de rupture avec évidemment donc ce mode de rupture B qui est absurde, donc qui n'est pas possible d'atteindre. On est ici à une résistance de 536 kN. Comme je l'ai dit, on n'aura pas d'enfoncement dans le métal. Et finalement, des valeurs qui sont assez proches de ce qu'on a dans l'Eurocode actuel. C'est la résistance au final ductile de l'assemblage total. Donc tout simplement, on va multiplier par le nombre d'organes et par le nombre de plans. En l'occurrence ici, puisqu'on est dans un assemblage avec une tôle en âme, on a 2 plans de cisaillement. On fait un calcul sur un demi-assemblage, donc par symétrie. On multiplie tout simplement par 2. Et je multiplie ensuite par le K-mode par gamma M pour trouver notre résistance de calcul. Donc ici 260 kN, donc dans l'absolu, ce chiffre-là n'a pas beaucoup de sens, mais si on le compare à l'ancienne Eurocode, ce qu'on observe, c'est qu'avec cette petite précision supplémentaire qu'on a en introduisant ce coefficient bêta dans les calculs des modes de rupture bois-métal dans le projet de futur Eurocode, on a une précision qui nous permet d'aller chercher légèrement plus de résistance, mais vraiment à la marge, puisqu'ici on est à 103% de la résistance de l'Eurocode 5 actuel. Donc globalement, très peu de changements sur les modes de rupture fondamentaux, puisque globalement c'est de la RDM pure. C'est pas basé sur des essais en laboratoire. Ces modes de rupture, ces formules qu'on avait juste avant, on peut les retrouver à la main. Très peu de changements donc sur cette partie-là.
Le premier mode de rupture, donc fragile à proprement parler dans le sens parallèle au fil, c'est donc le fendage. Donc fendage, c'est un mot un peu polysémique dans le bois, puisqu'on peut avoir du fendage perpendiculairement au fil. Ici, on parle bien uniquement du fendage quand on a un effort qui est axial, donc purement ici en traction parallèle au fil. À ne pas confondre donc avec le fendage qu'on pourrait avoir si on avait la traction perpendiculaire au fil. Ce mode de rupture, comme l'a dit Maggie, il s'approche par le calcul du nombre efficace d'organes. Donc pas de changement ici par rapport à l'Eurocode actuel. Donc dans notre exemple, par exemple, nous avons un nombre efficace de 2,74 pour une rangée de 4 boulons, et donc un mode de rupture fragile par fendage qui est une résistance d'environ 70% de la résistance ductile. Donc évidemment pas négligeable, mais on le savait déjà, parce que ça ne change pas grand-chose par rapport à l'Eurocode actuel. Simplement, la grosse différence par rapport à l'Eurocode actuel, c'est la prise en compte du fretage, avec des prescriptions de fretage qui sont données dans l'Eurocode et qui nous permettent de négliger complètement ce mode de rupture, de partir du principe que le fretage va empêcher complètement le fendage, et donc de ne pas calculer ce nombre efficace, de réaliser notre calcul avec le nombre réel d'assembleurs, et donc sans prendre en compte ce coefficient de 70% qu'on avait avec le nombre efficace. Donc l'Eurocode donne des pinces, donc une géométrie à respecter pour ces assembleurs de fretage, mais également une résistance à vérifier sur ces organes de renforcement. Donc c'est très clairement décrit dans le projet d'Eurocode, et c'est très avantageux pour se défaire de ce calcul de fendage. Le second mode de rupture que nous avons donc, en rupture fragile, c'est la rupture par traction nette. Rupture par traction nette qui était absente de l'Eurocode actuel, mais qui était calculée usuellement. Donc le projet d'Eurocode introduit ce mode de rupture, et le calcul de ce mode de rupture est en fait assez intuitif, puisqu'il s'agit simplement de multiplier la surface nette de rupture par la résistance en traction du bois. La petite subtilité qu'on a ici, c'est qu'en traction, on introduit un facteur géométrique KH dans l'Eurocode actuel, qui dépend en fait de la hauteur des bois. Quand les bois sont ne sont pas très hauts, on a ce coefficient majorateur qu'on applique, qui est limité à 1, mais qui est toujours majorateur en tout cas, en traction sur du lamelé collé. Ce coefficient est supprimé dans la version actuelle du projet d'Eurocode pour la traction, donc uniquement la traction, pas pour la flexion, mais pour la traction du lamelé collé. Ce coefficient existe toujours en bois massif et il est introduit en LVL. Il y a quelques changements sur le calcul du coefficient, mais c'est en dehors du champ de cette présentation. Donc c'est ce que je montre ici. Donc, les deux exemples de calcul, on a ici le calcul avec l'Eurocode actuel en appliquant ce coefficient KH de 1,1 ici, et l'exemple de ce que ça donnerait sans appliquer le coefficient KH, puisqu'il ne peut pas s'appliquer dans le projet de futur Eurocode en traction sur du lamelé collé. Donc évidemment, sans le coefficient KH de 1,1, on a une différence de 10% en défaveur du projet d'Eurocode qui sera appliqué dans les années à venir. Vient ensuite le calcul des ruptures fragiles par bloc et par cisaillement de ligne. Donc ici, on a des grandeurs qui sont communes à ces deux modes de rupture. Donc je vais les présenter pour les deux modes de rupture, et j'appliquerai ensuite l'application numérique séparément pour les deux. La première grandeur, qui est vraiment une grandeur fondamentale à calculer, c'est la profondeur efficace, l'épaisseur élastique effective, plus exactement, qui est calculée par ces deux formules que l'on voit ici. Il est peut-être plus aisé de visualiser ces formules avec le diagramme que j'ai présenté à gauche. Donc tout simplement, ce qu'on va avoir sur ces profondeurs efficaces élastiques, c'est une diminution de la profondeur réelle en fonction de l'élancement de notre organe. Donc l'élancement, c'est le rapport de l'épaisseur de notre membrure bois sur le diamètre de notre organe.
Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a un plateau au début à 0,65 à 65% globalement de profondeur efficace. Là, c'est vraiment pour l'exemple appliqué, donc c'est pour une tôle en âme. Ce serait un graphique différent si on était sur la partie intérieure de l'assemblage. Là, on regarde vraiment la partie extérieure. Donc on a ce plateau d'abord à 0,65, donc à 65% de profondeur efficace, et on descend ensuite linéairement en fonction de l'élancement de notre organe jusqu'à cette valeur limite de 35%. Donc dans le pire des cas, avec un élancement qui s'approche de 15, donc une épaisseur de bois qui est 15 fois le diamètre de notre broche, on aurait donc 35% d'épaisseur efficace. Donc c'est assez important à prendre en compte. L'application numérique sur laquelle je ne veux pas détailler. On calcule en fait avec cet épaisseur efficace les plans de cisaillement latéraux. Donc en calculant cette surface qu'on va multiplier par la résistance en cisaillement du bois, avec ce petit coefficient KV qui en fait correspondait à ce qu'on avait dans l'Eurocode actuel, qui était un coefficient de 0,7 et qui on calcule aujourd'hui pour du lamelé collé un coefficient de 0,73, donc légèrement plus favorable dans notre cas. Voilà, c'est à peu près le seul changement, avec évidemment cette valeur de T efficace qui est calculée différemment dans le projet d'Eurocode, et ce coefficient KV qui est légèrement favorable par rapport à l'ancien. Le calcul ensuite du plan de rupture de tête en traction. Donc ici, on n'a plus ce T efficace pour des organes qui pénètrent entièrement l'assemblage. Le T efficace est égal en fait à la hauteur réelle de notre bois, donc OT, T2 en l'occurrence. Et donc tout simplement, on va avoir, comme pour le cisaillement, on avait un coefficient KV, ici on a un coefficient KT, qui était dans l'annexe qui était défini à 1,5, qui n'était pas calculé, qui en fait était constant. Ici, il va dépendre en fait de notre matériau, et en l'occurrence pour du lamelé collé, ce coefficient KT, il n'est plus égal à 1,5, il est égal à 1,25. Donc ici, on est défavorable, et en fait, on va se rendre compte dans les calculs ensuite que ça a son importance. J'arrive maintenant au calcul de rupture par fil. Donc comme je le disais, on utilise les résultats qu'on a calculés juste avant, donc les résistances par plan de cisaillement latéraux, qu'on va multiplier par notre nombre de fils évidemment, et par notre nombre de plans de cisaillement. Donc encore une fois, on calcule un assemblage en symétrie, puisqu'on est à un assemblage par tôle en âme, donc on multiplie par 2. On obtient donc cette résistance de 276 kN, que je compare ici en fait avec la norme canadienne, donc la CSA O86, puisque ce mode de rupture était absent de l'Eurocode actuel. Donc dans la CSA O86, pour aller rapidement là-dessus, puisque ça nous concerne assez vaguement, on n'avait pas on ne considérait pas l'effet du T efficace. On considérait à chaque fois la hauteur totale du bois. Donc ici, en l'occurrence, le calcul nous donne un résultat favorable par rapport à la norme canadienne. Simplement, à mesure qu'on va avoir un coefficient de calcul de T efficace qui va descendre, donc on va se rapprocher de cette limite de 35% d'épaisseur efficace, on va avoir un rapport de résistance qui va s'inverser, et donc la norme canadienne va devenir favorable par rapport au projet d'Eurocode. Tout simplement parce que cette norme canadienne n'intègre pas ce T efficace. Le calcul se fait avec l'épaisseur réelle de l'élément. Ensuite vient la rupture de bloc, qui est un peu le gros morceau de ces ruptures fragiles. Donc sans renforcement ici, on ne peut pas sommer les deux modes de rupture. Donc on considère que le mode de cisaillement, la rupture par cisaillement ou la rupture de bloc ne sont pas atteintes en même temps. On va considérer le mode de rupture, la résistance maximale de ces deux modes de rupture, et on ne peut pas donc sommer les résistances. Et avec ce T efficace, on est largement
bornes d'hébergement. On est à 82% de la résistance de l'Eurocode actuel dans notre exemple. Sauf qu'on a la possibilité de renforcer. Et avec un renforcement, nous sommes donc plus favorables puisqu'on peut sommer donc la résistance des plans de cisaillement latéraux et du plan de rupture en traction en fond de cette rupture de bloc. Donc dans ce cas-là, le projet d'Eurocode nous permet de calculer un assemblage qui serait donc plus résistant que ce qu'on aurait avec l'Eurocode actuel. Une petite comparaison donc de ces différents résultats entre les différents modes de rupture et entre les normes actuelles et le projet de futur Eurocode. Donc en rupture ductile, on l'a dit, très peu de changements parce que c'est des formules issues de l'ERDM, avec la petite subtilité que désormais on considère l'enfoncement dans le métal. On n'a plus cette simplification qu'on avait dans l'Eurocode actuel quand on considérait les modes de rupture pour un assemblage bois-métal, ce qui nous permet d'être un peu plus juste et donc une capacité un peu plus importante en rupture ductile, mais vraiment à la marge, on n'est pas sur un changement énorme. En fendage, on était légèrement plus favorable parce que ça découle directement donc de ces modes de rupture. Le calcul du nombre efficace n'a pas changé, donc on est légèrement plus favorable de la même manière qu'en mode de rupture ductile, avec cette grosse subtilité qu'à partir du moment où on va renforcer notre assemblage, le mode de rupture par fendage n'est plus considéré. Donc on n'a plus ce risque de rupture là. Ensuite, en rupture nette en traction, donc c'était une vérification usuelle dans l'Eurocode actuel que j'ai effectuée ici avec le coefficient KH. Comme c'est une vérification usuelle, en fait, le coefficient KH il n'était pas appliqué par tout le monde. Il n'est pas écrit clairement qu'il faut l'appliquer ou ne pas l'appliquer. J'ai choisi de l'appliquer ici, surtout pour l'exemple. En fait, je sais que chez nous, à Arborescence, de mémoire, notre note de calcul n'intégrait pas ce coefficient KH. Donc, de toute façon, c'est un mode de rupture qui n'est pas forcément le plus prépondérant dans la plupart des cas, mais il peut l'être pour certains assemblages. Les assemblages avec une hauteur importante de bois, par exemple. Et donc on est légèrement plus favorable dans la version actuelle de l'Eurocode puisqu'on a ce coefficient KH, donc un coefficient qui nous majore de 10%, donc on est favorable de 10% logiquement. Et enfin pour la rupture de fil qui n'existait pas dans l'Eurocode actuel, là comme j'ai dit, je le compare avec la CSA 086, ça nous concerne assez peu finalement. C'est juste pour dire que d'autres pays ont d'autres manières de calculer qui sont favorables ou défavorables selon les cas. Et finalement, la rupture de bloc, ce qui est dimensionnant dans notre exemple sans renforcement, on se rend compte ici qu'on est défavorable par rapport à l'Eurocode actuel, mais qu'on a cette option qui est de renforcer ou d'augmenter les pinces également, comme le disait Maki. Si on augmentait les pinces, on serait directement en rupture ductile. Si on renforce, on va augmenter notre résistance et on va se retrouver finalement en rupture ductile, parce que ce sera la rupture ductile qui sera dimensionnante dans le cas d'un assemblage renforcé. Ce ne sera plus la rupture de bloc, puisqu'on va donc additionner la rupture en traction en fond de bloc et la rupture en cisaillement sur les plans latéraux. Et dans ce cas-là, c'est la rupture ductile qui est dimensionnante. Donc en fait, dans notre exemple, on a un gain assez faible, mais finalement, on a ce gros avantage de ne plus être en rupture fragile et d'être en rupture ductile, ce qui est en fait un comportement qui est très intéressant d'aller rechercher en conception. C'est une rupture qui est plus facile, qui s'annonce en fait tout simplement, qui est moins brutale qu'une rupture fragile. Et donc même si ici on n'a pas un apport énorme dans notre exemple, encore une fois, c'est juste un exemple, on aurait pu avoir un cas où on aurait une augmentation plus importante entre un renforcement et un assemblage non renforcé, mais on a ce gros avantage d'être en rupture ductile, ce qui est un comportement que nous allons chercher à reproduire dans nos conceptions. Alors j'ai très peu de temps pour vous présenter le dernier mode de rupture, qui est donc pour une tôle latérale avec une rupture donc en tiroir, par bloc en tiroir, et en fait c'est très calculatoire et ça ressemble beaucoup aux exemples précédents, donc je vais vraiment survoler les diapos, je vous laisserai les regarder, donc qui seront disponibles sur le site de la plateforme Eurocode 5. Donc ils ne seront pas disponibles tout de suite, mais dans quelques semaines, quelques jours. Donc ces diapos seront disponibles, ainsi que l'enregistrement de cette présentation,
qui est capté actuellement. Donc pour aller très rapidement là-dessus, le calcul se distingue, comme le disait Maggie, puisqu'on va considérer donc cette rupture en cisaillement en fond de bloc, donc pas simplement en cisaillement latéral et en rupture en traction en fond de bloc, mais là en cisaillement de fond de tiroir, j'ai envie de dire. Et on a un calcul qui est différent sur les épaisseurs effectives de plan de rupture. Évidemment, le calcul n'est pas le même pour une broche dans une tôle en âme et pour des vis donc sur une tôle latérale, pour cette épaisseur effective de notre épaisseur de bois. Je survole très vite le calcul parce qu'on arrive au bout du temps. Hop. Application numérique. On va vite arriver juste surtout à la comparaison entre entre l'Eurocode actuel et le projet d'Eurocode. Et en fait, on se rend compte qu'on est plus favorable dans notre exemple et dans l'Eurocode futur, donc dans le projet d'Eurocode. Voilà, je ne vais pas analyser plus loin cet exemple, mais à retenir qu'on est plus favorable, en tout cas dans cet exemple particulier, de rupture de bloc par tiroir dans l'Eurocode, dans le projet d'Eurocode par rapport à l'Eurocode actuel. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je serais heureux de les prendre avec Maggie. Merci beaucoup Grégoire et Maggie. Je reprends la parole juste pour m'excuser auprès de personnes qui sont en distanciel, parce qu'il y a eu une petite coupure de son pendant un moment. Voilà, donc j'ai vu quelques commentaires passer, un peu d'indulgence. On est sur un format hybride pour, pour commencer pour ce webinaire. Donc il y a eu cette petite coupure. Mais comme l'a très justement rappelé Grégoire, l'ensemble des présentations, à la fois des supports et des replays, donc des vidéos, seront disponibles sur le site de la plateforme d'ici quelques jours ou quelques semaines, comme tu l'as dit. Ça dépendra de notre rapidité à le mettre en place. On va prendre les questions comme sur la première partie. J'ai l'impression qu'on a toujours on a une première question, en tout cas le même acteur. Merci Grégoire, merci Maggie. Bon, je préviens, j'ai posé une question un petit peu difficile, un petit peu compliquée, mais elle ne vous est pas destinée directement. Dans la Diffbois, on a fait quand même pas mal d'essais qui ont montré, entre autres, que un certain nombre de choses que vous avez montrées étaient très sensibles, dans la réalité, à la qualité d'exécution. Qualité de percement, qualité de pose des organes, l'humidité, est-ce qu'il y a des nœuds au moment où je pose certains connecteurs locaux, etc., etc. Or, contrairement à la filière métal et béton, en bois, on n'a pas de normes d'exécution. Dit autrement, j'utilise tout ce que vous avez fait pour un assemblage au fond de mon jardin pour 100 kg, de la même manière que pour une ferme de 80 mètres de portée, avec un assemblage qui va reprendre 200 tonnes. Et il n'y a pas de distinction de qualification, de qualité de pose et de taille d'ouvrage. Est-ce que c'est je finis, je pose la question. Est-ce que pour vous, en pratique, c'est de nature à vous faire poser quelques questions pratiques lors de la passation des contrats, lors de votre choix de coefficient de sécurité, au regard de l'impact des qualités d'exécution? Je vais répondre. Bon, c'est pas une réponse, c'est plutôt une discussion, parce que j'ai pas de réponse à apporter à cette question plus qu'un autre. C'est vraiment une question pratique. Moi personnellement, évidemment, c'est une question qui se pose de la qualité d'exécution de chaque entreprise avec qui on va travailler. Ça m'est jamais arrivé de me dire sur un projet, on va augmenter le coefficient de sécurité parce que c'est un peu sensible ce sujet-là. Mais évidemment, il y a des assemblages qui sont regardés beaucoup plus en détail que d'autres s'ils sont sensibles. Et il y a et pas seulement en calcul, je veux dire en termes de ce qu'on va demander en termes de qualité d'exécution à l'entreprise. Un assemblage par exemple de treillis, sur une portée longue, on va avoir une exigence qui sera supplémentaire sur l'acier, parce qu'il y a là, pour le coup, il y a un référentiel qui existe sur les classes d'exécution. Et sur le bois, Maggie, tu me reprendras peut-être, mais je crois qu'il y a une partie du futur Eurocode qui traite des classes d'exécution du bois dans l'Eurocode 5. Donc c'est une partie à venir qui nous permettra de nous appuyer, en tout cas là-dessus, pour demander aux entreprises des
qualités d'exécution, des classes d'exécution qui seront mieux définies dans le futur Eurocode. Je ne sais pas si Maggie, tu as autre chose à ajouter. Non, oui, moi, la cabane du jardin, je ne la calculerai pas avec les modes de rupture fragiles. Mais oui, on prend un petit peu plus de temps à vérifier nos formules et nos calculs sur des ouvrages plus sensibles, fatalement. Mais les formules restent les mêmes pour l'instant, pour ce qu'on en sait en tout cas. Il n'y a pas de limitation. Au-delà, elles seraient plus valables. Ou il y aurait un coefficient pénalisant. Ça reste à l'appréciation de chacun. Et savoir s'il veut dormir tranquille ou quoi. Pour aller plus loin, tu citais les travaux à Divebois. Ils sont disponibles sur le site de Codifab. Il y a une mine d'informations dans ces travaux. Effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et effectivement, pour la culture, pour aller plus loin, c'est des choses qu'il est intéressant d'aller chercher et d'aller voir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? C'est juste une question générale. Ça sera retransmis sur le site plateforme Eurocode 5, c'est en accès libre ? Oui, tout à fait. Donc, la plateforme Eurocode 5, c'est en accès libre sur inscription. Donc c'est la seule nécessité, c'est de s'inscrire. Et effectivement, c'est une action qui est financée par le Codifab et qui se veut justement pour diffuser de l'information technique sur les Eurocodes. Donc oui, c'est tout à fait libre. Et je vous encourage à vous inscrire. On n'a pas pu répondre forcément à toutes les questions. J'ai fait un peu la navette avec l'ordinateur, les petits problèmes de son, etc. Il y a également des questions en ligne qui ont été posées. Ce que je vous invite à faire pour ceux qui nous écoutent en ligne, du coup, c'est éventuellement de les reposer sur le forum, puisque on essaye aussi de remettre en marche le forum sur la plateforme qui peut permettre justement ces échanges, poursuivre les échanges techniques à ce niveau-là. Une question au fond. Bonjour, on a vu les ruptures qui étaient dues à des efforts de traction. Est-ce que le prochain Eurocode va intégrer des ruptures dues à des efforts de flexion ? Enfin, des moments dans les assemblages ? Non, apparemment, on n'a pas connaissance de quelque chose là-dessus. Peut-être, oui. Ouais, je sais que des recherches ont été faites sur les modes de rupture en L pour des assemblages qui reprendraient du moment donc en pied de poteau notamment. Mais à ma connaissance, en tout cas dans le projet d'Eurocode, de mémoire, je ne le connais pas par cœur évidemment, il y a 500 pages, mais je ne me souviens pas avoir vu ce calcul-là d'assemblage qui reprenne un moment, donc de mode de rupture fragile dans un assemblage qui reprendrait un moment. Après, il y a quand même aussi ces types d'assemblages qui reprennent un moment par une plaque en compression, une plaque en traction, et on se ramènerait au cas en traction. Il y a des petites passerelles quand même. Si votre mode d'assemblage passe par une décomposition avec un endroit qui est en traction, je pense que ça serait judicieux de se rapporter à la traction à ce chapitre-là, ouais. Bonjour, une petite question supplémentaire. Concernant les assemblages assez simples, par exemple de type poutre avec des assembleurs du commerce, est-ce que les vérifs de fendage vont être intégrés aux ATE, du coup tabulés dans des catalogues, etc. Ou est-ce que vous pensez qu'elles vont devoir se faire en supplément selon ce qui a été montré ? Oui, alors actuellement, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est toujours un petit peu la question avec les ABAC, c'est qu'est-ce qui est bien pris en compte, qu'est-ce qu'il y a à faire en complément. Moi, je vous dirais presque demander à chaque fabricant ce qu'il a mis dans son ABAC, ou à moins que vous ayez l'ATE sous la main. Mais c'est vrai que là, tout ce qu'on vient un petit peu de vous détailler, c'est dans le projet de texte qui est à paraître. Donc, si les fabricants sont dans les commissions de normalisation, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler pour tout recaler. Mais je ne suis pas sûre que dans les choses éditées en papier, ce soit déjà pris en compte. Après, on sait que oui, certains fabricants avaient déjà intégré dans leur vérif des histoires de rupture de bloc, etc. Mais je pense que c'est là, dans la période transitoire, c'est vraiment à demander au cas par cas, est-ce que c'est bien dedans ? Parce que c'est même pas encore officiellement dans le texte qu'on doit appliquer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maggie et Grégoire pour leur présentation et donc à l'association IBC, représente l'association IBC. Merci à Thomas d'avoir fait la première présentation également.
Et puis la plateforme Eurocode 5 continue. Il y aura un webinaire plutôt sur la deuxième partie d'année. Donc je vous invite à vous inscrire. Et oui, le sponsor merci, du café, c'est le Commerce du Bois qui offre le café à midi. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir.